Mon beau-père, juge, m'a détruit pendant le divorce puis le secret de ma mère décédée a tout changé. À 58 ans, je suis passé de chirurgien opérant et vivant dans une maison de 4,5 millions d'euros à chauffeur Uber dans une Honda Civic rouillée. Tout ça parce que mon beau-père était le juge le plus puissant du Connecticut. Je m'appelle Denny Radford. Il y a 3 ans, j'étais chef du service de chirurgie orthopédique au Hartford Medical Center. J'avais tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une magnifique maison à West Hartford avec 8 chambres et un pool house plus grand que la plupart des maisons, une cave à vin valant plus que le fonds de retraite de la plupart des gens, et un cabinet médical qui rapportait 1,8 million d'euros par an. Je conduisais une Mercedes Classe S. Ma femme, Béatrice, portait des vêtements de créateur et passait ses après-midi au country club à jouer au tennis avec la femme du gouverneur. Maintenant, je récupère des étudiants ivres à 2 heures du matin pour des courses à 15 €, priant pour qu'ils ne vomissent pas sur ma banquette arrière car je ne peux pas me permettre les frais de nettoyage de 100 € Uber facture au chauffeur. Vous vous demandez peut-être comment un homme peut tomber si bas, si vite. La réponse est simple, le juge Cornelius Blackwood, mon beau-père, l'homme qui contrôlait la moitié du système judiciaire du Connecticut avec ses poignées de main sur le terrain de golf et ses arrangements en coulisses. Quand sa fille Béatrice a décidé qu'elle s'ennuyait dans notre mariage et qu'elle voulait s'enfuir avec son coach personnel de 28 ans nommé Rodney, le juge Blackwood s'est assuré que je ne perde pas seulement le divorce. Il s'est assuré que je perde tout. Vous étiez utile pour maintenir la respectabilité de ma fille après son premier mariage désastreux, m'a-t-il dit devant le tribunal le jour où ma licence médicale a été révoquée. Mais elle en a fini avec vous maintenant. Et quand un Blackwood en a fini avec quelqu'un, cette personne disparaît. Vous ne pratiquerez plus jamais la médecine. Vous ne gagnerez jamais plus que le salaire minimum. Je m'en suis assuré. Il avait raison. Toutes les portes du Connecticut se sont fermées. Chaque candidature pour un poste médical était rejetée avant même que je puisse passer un entretien. Mes collègues ont cessé de répondre à mes appels. Même mon adhésion au country club a été révoquée pour « conduite indigne d'un membre », bien que personne ne puisse expliquer de quelle conduite il s'agissait. Mais mardi dernier, à 23 h, une femme de 82 ans est montée dans ma voiture devant un manoir à Fairfield. Elle portait des perles et un manteau en laine noire qui coûtait probablement plus que ce que je gagne en 6 mois. Elle a étudié mon visage dans le rétroviseur pendant un long moment avant de parler. « Vous êtes le fils de Margaret Pauline Radford, n'est-ce pas ?» Ces quelques mots ont tout changé, parce que ma mère était morte depuis 46 ans. Du moins, c'est ce que j'avais cru chaque jour depuis que mon père m'avait dit qu'elle était morte d'un cancer quand j'avais 12 ans. La femme sur ma banquette arrière a sorti une carte de visite avec des lettres dorées en relief. Je m'appelle Constance Drummond. Votre mère et moi avons lancé le premier véritable concurrent de Pfizer en 1978. Elle n'est pas morte, Denny. Elle vous a cherché toute sa vie. Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a fait m'arrêter sur l'autoroute I-95, mes mains tremblant si fort que je ne pouvais plus tenir le volant. Parce que non seulement ma mère avait été en vie toutes ces années, mais elle avait bâti un empire valant 45 millions d'euros, et elle m'avait légué chaque centime. Mais ce n'était même pas le plus grand choc de la soirée. La vraie surprise était ce qu'elle avait acheté avec cet argent au fil des ans, plus précisément 15% de Blackwood Industries, l'entreprise de mon beau-père. Elle avait planifié quelque chose. Elle avait attendu. Et même si elle était morte il y a 3 ans, juste au début de mon divorce, elle avait laissé derrière elle tout ce dont j'avais besoin pour anéantir l'homme qui m'avait anéanti. Le juge Cornelius Blackwood pensait m'avoir effacé. Il n'avait aucune idée qu'il venait de m'ouvrir la voie pour découvrir la vérité sur qui j'étais vraiment, et sur ce que ma mère avait passé 40 ans à préparer pour que j'en hérite. Ceci est l'histoire de comment j'ai tout perdu, découvert que toute ma vie était bâtie sur un mensonge, et réalisé que parfois, la meilleure vengeance est celle qui est servie par quelqu'un qui l'a planifiée avant même votre naissance. Quelqu'un qui vous aimait assez pour acheter des parts dans l'empire de votre ennemi. Quelqu'un qui savait qu'un jour, vous auriez besoin de plus que de l'argent. Vous auriez besoin de pouvoir. Et elle s'était assurée que j'ai les deux. Je m'appelle Denny Radford. Ma mère était Margaret Pauline Radford, fondatrice de Drinks Pharmaceuticals. Mon père était Harold Radford, un ouvrier dans une papeterie qui m'a enlevé quand j'avais 2 ans parce qu'il ne supportait pas que sa femme ait plus de succès que lui. Mon ex-femme est Béatrice Blackwood, qui est sur le point de perdre tout ce qu'elle m'a volé. Et son père, le juge Cornelius Blackwood, est sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on détruit le fils de la mauvaise personne. Ce n'est pas seulement une histoire d'argent ou de vengeance.
Il s'agit de découvrir que la personne que vous avez pleuré toute votre vie a veillé sur vous, vous a protégé, et s'est préparée pour le moment exact où vous auriez le plus besoin d'elle. Même d'outre-tombe, ma mère était sur le point de donner au juge Blackwood une leçon qu'il n'oublierait jamais. On peut tout prendre à un homme, mais on ne peut pas lui enlever sa lignée. Et parfois, cette lignée vaut plus que tout ce que vous pourriez imaginer. La nuit où Constance Drummond est montée dans mon Uber a commencé comme un millier d'autres nuits. J'étais garé devant un Dunkin' Donuts, mangeant un sandwich aux œufs à 2 € qui serait mon seul repas jusqu'au petit déjeuner, quand la demande de course est arrivée. Fairfield Avenue, le quartier riche de la ville que j'évitais habituellement, mais c'était une course à 30 € et j'avais besoin d'argent. Je n'avais aucune idée que j'allais prendre en charge la femme qui connaissait le plus grand secret de ma mère. Je n'avais aucune idée que dans 20 minutes, tout ce que je croyais sur ma vie s'effondrerait. Et je n'avais aucune idée que ma mère, la femme que j'avais pleuré pendant 46 ans, avait passé ces mêmes 46 ans à s'assurer que le moment venu, j'aurais tout ce dont j'avais besoin pour renaître des cendres auxquelles le juge Blackwood m'avait réduit. Avant que le juge Cornelius Blackwood ne décide de me détruire, j'avais le genre de vie que les autres médecins enviaient. Chaque matin, je me réveillais à 5h30 dans mon manoir de West Hartford, je faisais des longueurs dans notre piscine chauffée, et je conduisais ma Mercedes Classe S jusqu'au Hartford Medical Center, où j'étais chef du service de chirurgie orthopédique. J'avais réalisé plus de 3000 interventions chirurgicales réussies. Mes mains étaient plus stables que celles d'un horloger suisse, et des étudiants en médecine venaient de Yale juste pour observer ma technique. Les mains du docteur Radford sont assurées pour 2 millions d'euros, plaisantait mon interne en chirurgie. Ce n'était pas vraiment une blague. L'hôpital avait insisté sur cette police d'assurance après que j'ai été le pionnier d'une nouvelle technique de fusion vertébrale qui réduisait le temps de récupération de 60%. Les revues médicales publiaient mes recherches. Je donnais des discours d'ouverture lors de conférences où les médecins faisaient la queue pour serrer ses mains assurées. Ma femme, Béatrice, semblait parfaite pour cette vie. Elle était belle de cette manière soigneusement entretenue que l'argent permet, rendez-vous hebdomadaire au salon, séance avec un coach personnel chaque matin, interventions esthétiques subtiles qui lui donnaient l'air d'avoir 35 ans alors qu'elle en avait 48. Elle siégeait à des conseils d'administration d'organismes de bienfaisance et organisait des levées de fonds pour l'hôpital qui rapportaient des millions. Tout le monde disait que nous étions le couple parfait. Denny a sauvé le genou de mon père après cet accident de ski à Aspen, racontait Béatrice à quiconque voulait l'entendre lors des dîners. Papa dit que Denny a les meilleures mains de la Nouvelle-Angleterre. N'est-ce pas, papa? Le juge Blackwood hochait la tête de l'autre côté de la table, levant son verre de scotch dans ma direction. Cet homme ici présent m'a rendu mon jeu de golf. Je lui dois tout. La vérité était plus compliquée. J'avais rencontré Béatrice pendant mon internat, il y a 15 ans. Elle n'était ni infirmière ni médecin, comme dans la plupart des romances d'hôpital. Elle était représentante pharmaceutique et arpentait notre service d'orthopédie en talons de créateur, sortant des bouteilles de vin à 1000 € de sa mallette pour des dîners éducatifs, dans les restaurants les plus chers de Hartford. Elle m'a poursuivi sans relâche. Tu es différent des autres médecins, m'a-t-elle dit après notre 3e dîner. Tu as faim. Tu veux plus qu'un bon salaire et une belle voiture. Tu veux compter. Elle avait raison. Je voulais compter. En grandissant, j'avais vu mon père, Harold, s'esquinter le dos à la papeterie, rentrant à la maison couvert d'une poussière chimique qui le faisait tousser pendant le dîner. Il m'avait élevé seul après la mort de ma mère. Jamais il ne s'est plaint, jamais il ne s'est remarié, il a juste fait des doubles services pour payer mes études. Ta mère a toujours rêvé que tu deviennes médecin, me disait-il en touchant l'unique photo d'elle qu'il gardait sur notre cheminée. Sur celle-ci, elle me tenait, bébé, dans ses bras, ses yeux bienveillants mais fatigués. Margaret serait si fière de ce que tu es devenu, mon fils. Si fière. Cette photo est restée dans mon portefeuille pendant toutes mes études de médecine. Je la sortais pendant les sessions d'études de 18 heures, pendant les semaines de 100 heures d'internat, pendant ma première opération en solo où mes mains tremblaient de nervosité. Ma mère, Margaret Pauline Radford, morte d'un cancer quand j'avais 12 ans. La femme pour qui je vivais mes rêves. Harold m'a accompagné à l'hôtel le jour de mon mariage, puisque je n'avais pas de mère pour le faire. Il semblait mal à l'aise dans son smoking de location, entouré des amis de la haute société de Béatrice et des relations politiques du juge Blackwood. Le gouverneur a porté un toast. La femme du maire a attrapé le bouquet. Harold est parti tôt, prétextant que son dos lui faisait mal à force de rester debout. Ton père est un homme bon,
m'a dit le juge Blackwood ce soir-là, en m'écrasant l'épaule de sa main. Le sel de la terre. Mais tu évolues dans des cercles différents maintenant, Denny. Tu dois penser à ton image. Peut-être limiter la fréquence de ces visites. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Béatrice a lentement écarté Harold de nos vies. D'abord, elle était trop occupée pour les dîners du dimanche. Puis, elle avait des migraines chaque fois qu'il appelait. Lorsqu'Harold est mort d'une crise cardiaque 5 ans après notre mariage, nous ne l'avions pas vu depuis 6 mois. J'ai prononcé l'éloge funèbre dans une église à moitié vide. Béatrice est restée à la maison avec un mal de ventre qui a mystérieusement disparu à temps pour son match de tennis de l'après-midi. Le mariage a fonctionné assez bien pendant 10 ans. Nous étions occupés à réussir. J'ai développé mon cabinet. Béatrice décorait notre manoir et planifiait des galas de charité. Nous prenions des vacances en Suisse et à Monaco. Nous avions les bons amis, appartenions au bon club, donnions aux bonnes causes. Si nous parlions rarement de choses plus profondes que des conflits d'horaires, eh bien, c'est à ça que ressemblaient les mariages réussis, n'est-ce pas? Puis Béatrice a engagé Rodney comme coach personnel. 28 ans, des muscles de statue grecque, un vocabulaire de collégien. Elle disait qu'elle devait se mettre en forme pour sa réunion d'anciens élèves. Elle s'est mise en forme, c'est sûr. Elle a aussi commencé à rentrer à minuit, sentant une eau de Cologne qui n'était pas la mienne, avec des vêtements de sport mystérieusement propres. La nuit où je l'ai confrontée, elle a ri. Oh, Denny, ne sois pas si classe moyenne. Tout le monde a des arrangements. Papa a eu 3 maîtresses au fil des ans. Maman le sait. Elle a son professeur de poterie. C'est comme ça que les gens civilisés gèrent ces choses. Mais quand j'ai demandé le divorce, pensant que nous allions tout partager équitablement et passer à autre chose, j'ai appris que les Blackwood avaient une définition différente de « civilisé ». Et le juge Cornelius Blackwood était sur le point de m'apprendre que dans son monde, on ne quitte pas sa famille. Sa famille vous quitte. Et quand elle le fait, elle prend tout. Les papiers du divorce sont arrivés à mon bureau un mardi matin, entre 2 opérations. Béatrice ne demandait pas seulement le divorce. Elle m'accusait de violence physique, de cruauté psychologique et de malversation financière. J'ai carrément ri en lisant ça, pensant que c'était une sorte d'erreur. Elle dit que vous avez caché des actifs dans des comptes offshore, m'a dit mon avocat, Martin Frost, cet après-midi-là. Elle prétend aussi que vous êtes dépendant au jeu et que vous avez menacé sa vie à plusieurs reprises. Martin, je ne sais même pas jouer au poker. Je n'ai jamais haussé la voix sur Béatrice, encore moins la main. C'est de la folie. Martin a hoché la tête, confiant au début. Ne vous inquiétez pas. Les juges voient clair dans ce genre de fausses accusations. Nous allons régler ça rapidement. Mais Martin ne savait pas à qui nous avions affaire. 3 jours plus tard, il m'a appelé à 6 heures du matin, la voix tremblante. Denny, je ne peux plus vous représenter. Je suis désolé. Ma femme est enceinte et je viens de recevoir un appel suggérant qu'il serait malheureux que quelque chose se passe pendant l'accouchement. Je dois me retirer de votre cas. 3 autres avocats ont refusé après Martin. Le 4e a été assez honnête pour me dire pourquoi. Le juge Blackwood possède le système juridique de cet État, Dr Radford. Tout avocat qui prend votre cas ne pratiquera plus jamais dans le Connecticut. J'ai 2 enfants à l'université. Je ne peux pas me permettre de jouer les héros. Pendant que je me démenais pour trouver un avocat, l'assaut a commencé sur tous les fronts. Le Conseil de l'Ordre des médecins a reçu une plainte anonyme selon laquelle je volais des opioïdes à la pharmacie de l'hôpital. Les images de sécurité qui auraient prouvé mon innocence ont été mystérieusement corrompues. Une infirmière que je n'avais jamais rencontrée a témoigné qu'elle m'avait vu remplir de fausses ordonnances. Mon propre interne en chirurgie, celui qui plaisantait sur mes mains assurées, s'est soudain souvenu m'avoir vu agir de manière erratique pendant les opérations. Le docteur Harrison Pulk, l'administrateur en chef de l'hôpital, m'a convoqué dans son bureau un jeudi. Nous étions amis depuis 10 ans. Nos enfants allaient à la même école. Denny, je dois vous suspendre en attendant l'enquête. Le conseil l'exige. Harry, tu me connais. Tu sais que tout ça, c'est des mensonges. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Le juge Blackwood joue au golf avec tous les membres de notre conseil. Son neveu est notre plus grand donateur. J'ai les mains liées. Videz votre bureau avant 17 heures. Le procès en divorce a été confié au juge Frédéric Morton,
le camarade de chambre de Blackwood Ayel et son partenaire de golf depuis 30 ans. Ma nouvelle avocate, une commise d'office nommée Carole, la seule à avoir accepté le cas, a tenté de demander un changement de juridiction. Requête rejetée, a statué le juge Morton sans lever les yeux de ses papiers. Le procès fut un chef-d'œuvre de destruction orchestrée. Béatrice a pris la barre dans une robe grise conservatrice, son maquillage subtil, les larmes parfaitement synchronisées alors qu'elle décrivait des années de tourments qui n'avaient jamais eu lieu. Il entrait dans des colères folles pour les plus petites choses, sanglota-t-elle. Si le dîner était en retard de 5 minutes, il jetait les assiettes. Il m'a dit que si j'essayais de le quitter, il me tuerait. J'avais peur pour ma vie. Puis sont venues les preuves que je savais fausses, mais que je ne pouvais pas le prouver. Des photographies me montrant au casino Foxwood, des reçus pour des centaines de milliers de dettes de jeu, des relevés bancaires pour des comptes que je n'avais jamais ouverts montrant des transferts d'argent vers les îles Caïmans. Une femme nommée Destiny a témoigné que je la voyais depuis 2 ans, que je lui avais promis de quitter ma femme pour elle, que je lui avais offert des bijoux et des voitures. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, ai-je dit à Carole pendant une suspension de séance. Ça n'a pas d'importance, a-t-elle murmuré en retour. Regardez le jury. Il la croit. Il croit tout. La décision du juge Morton fut rapide et brutale. La maison est revenue à Béatrice pour ses souffrances. Mon cabinet a été liquidé pour payer les dettes de jeu fabriquées. Mes comptes de retraite ont été saisis pour dissimulation d'actifs. Le Conseil de l'Ordre des médecins, recevant les transcriptions du procès, a révoqué ma licence pour turpitude morale et faute professionnelle indigne d'un médecin. Après le procès, le juge Blackwood m'a trouvé dans le parking. Il fumait un cigare cubain, entouré de 2 de ses gardes du corps de la police d'État. Vous savez, Denny, au début, je vous aimais bien. Vous étiez utile. Béatrice avait besoin de respectabilité après son premier divorce désastreux, et vous lui avez fourni cela. Mais maintenant, elle s'ennuie. Elle veut son petit coach, et ce que ma fille veut, elle l'obtient. Vous avez détruit toute ma vie à cause de la liaison de votre fille. Il a ri, me soufflant de la fumée au visage. Je vous ai détruit parce que vous pensiez pouvoir la quitter. Personne ne quitte la famille Blackwood. C'est nous qui partons. Considérez cela comme une leçon sur le fonctionnement du monde réel. Votre diplôme de médecine, vos compétences chirurgicales, cette fierté de classe moyenne, rien de tout ça ne compte quand on affronte le vrai pouvoir. Il a laissé tomber son cigare et l'a écrasé sous sa chaussure italienne faite à la main. Vous ne travaillerez plus jamais en médecine. Tous les hôpitaux de la Nouvelle-Angleterre connaissent votre nom maintenant. Chaque cabinet médical a votre photo sur sa liste ne pas embaucher. J'ai passé quelques coups de fil. Vous êtes fini. Il s'est retourné pour partir, puis a regardé en arrière. Oh, et Denny, ce studio que vous avez loué dans l'East Side. Votre propriétaire vient de recevoir un appel concernant votre casier judiciaire. Vous avez 3 jours pour déménager. Vous feriez mieux de chercher quelque chose de plus approprié à votre nouvelle situation. Peut-être sous un pont. Les gardes du corps ont ri en s'éloignant, me laissant seul dans le parking vide, tenant une boîte en carton avec le contenu de mon bureau, mes mains assurées ne valant plus rien. La photo de ma mère toujours dans mon portefeuille, la seule chose qu'il n'avait pas pu me prendre. L'avis d'expulsion était scotché à ma porte quand je suis rentré du procès. 3 jours pour quitter les lieux. J'ai passé la première journée à appeler tous les contacts que j'avais en médecine, épuisant la batterie de mon téléphone, laissant des messages vocaux qui ne seraient jamais retournés. Le docteur Peterson, que j'avais formé, a répondu une fois par erreur. Denny, je suis désolé. Je ne peux pas te parler. Si Blackwood découvre que j'ai même pris cet appel, il mettra fin à ma carrière aussi. S'il te plaît, n'appelle plus. La ligne a été coupée. C'est là que j'ai enfin compris l'ampleur de ma destruction. Ce n'était pas seulement ma carrière ou mon argent. Le juge Blackwood m'avait rendu radioactif. Quiconque m'aiderait subirait le même sort. J'ai emménagé dans un motel payé à la semaine à East Hartford, où les murs étaient si fins que j'entendais la télé de mon voisin et ses quintes de tout qui duraient toute la nuit. La chambre sentait la cigarette et la moisissure. Les draps avaient des taches que je ne voulais pas identifier, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre avec les quelques milliers d'euros que j'avais cachés dans la vieille boîte à outils de mon père, de l'argent que les avocats de Béatrice n'avaient pas trouvé, car ils n'avaient pas pensé à chercher dans quelque chose d'aussi prolétaire. Pendant 6 mois, j'ai postulé à tous les emplois qui pourraient m'accepter.
Technicien en pharmacie, vendeur de matériel médical, administration hospitalière, même facturation médicale. Chaque candidature se terminait de la même manière. Il cherchait mon nom sur Google, trouvait les gros titres, un chirurgien de renom perd sa licence dans un scandale, jeu et abus d'un médecin révélé au cours d'un divorce, et soudainement, le poste était pourvu. J'ai essayé de postuler sous des variations de mon nom, Denny P. Radford, D.P. Radford, même juste Denny. Mais les vérifications d'antécédents finissaient toujours par me rattraper. Une responsable du recrutement chez CVS a eu assez de pitié pour me dire la vérité. Quelqu'un a appelé notre siège social, a-t-elle dit à voix basse. Ils ont dit que si nous vous embauchions, notre pharmacie commencerait à échouer aux inspections de la DEA. J'ai une famille à nourrir. Je suis désolé. La fierté est un luxe quand on a faim. Après avoir épuisé mon argent, j'ai ravalé ce qui me restait de dignité et j'ai postulé pour conduire pour Uber. Ils ne se souciaient pas des licences médicales ou des scandales dans les journaux. Ils avaient juste besoin de quelqu'un avec une voiture et un casier judiciaire vierge. J'avais encore la vieille Honda Civic de ma mère que j'avais gardée en entrepôt toutes ces années. Un modèle de 1998 avec 320 000 km que mon père avait acheté d'occasion quand j'étais au lycée. Béatrice avait toujours détesté que je la garde. « Pourquoi t'accroches-tu à cette épave ?» avait-elle demandé une fois. « Parce qu'elle me rappelle d'où je viens », lui avais-je répondu. Maintenant, c'était tout ce qu'il me restait, et elle me ramenait là où j'avais commencé. Ma première nuit de conduite fut un désastre. Je ne connaissais pas les raccourcis. Je me suis perdu 2 fois. Un passager ivre a vomi à l'arrière, et le nettoyage m'a coûté plus que ce que j'avais gagné toute la nuit. Mais j'ai continué. Que allais-je faire d'autre? Mourir de faim? J'ai développé une routine pour survivre. Conduire de 18h à 2h du matin, quand les tarifs étaient les plus élevés. Dormir jusqu'à midi. Manger un repas par jour au restaurant pakistanais où le propriétaire, qui ne savait pas qui j'étais avant, me donnait du riz en plus gratuitement. Éviter tout endroit où je pourrais croiser quelqu'un de mon ancienne vie. Mais Hartford n'est pas si grande. Une nuit, j'ai pris en charge le docteur Jennifer Walsh à l'hôpital. Elle avait été interne sous ma direction il y a 5 ans. Elle est montée dans la voiture, a regardé son téléphone, puis s'est figée en reconnaissant ma voix lui donnant le salut standard du beurre. Docteur Radford? Denny? Oh mon Dieu! Bonsoir, Jennifer. Elle est restée silencieuse pendant tout le trajet de 15 minutes. Quand nous sommes arrivés à son appartement, elle est sortie sans un mot, mais elle a laissé un pourboire de 100 € sur l'application. La note disait « Je suis désolé ». Nous savons tous que ce n'était pas vrai. Ces 100 € m'ont permis de faire des courses pour 2 semaines. Je voulais être fier, refuser l'argent de la pitié, mais la fierté ne remplit pas l'estomac et ne paie pas l'essence. Pendant 2 ans, ce fut ma vie. Prendre des inconnus, les conduire quelque part, gagner 3 cents à 400 € par semaine, payer ma chambre de motel, l'essence et les nouilles instantanées, dormir, recommencer. J'ai arrêté de me regarder dans les miroirs. J'ai arrêté de penser à l'avenir. J'existais, rien de plus. Puis, ce mardi soir de novembre, mon téléphone a sonné avec une demande de course de Fairfield Avenue, le quartier riche. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton de refus. La dernière chose dont j'avais besoin était de prendre quelqu'un qui pourrait me reconnaître, qui pourrait se souvenir du docteur Denny Radford du country club ou des galas de charité. Mais c'était une course à 40 €. C'était 2 jours de nourriture. J'ai accepté. La maison était un manoir en briques avec des colonnes, le genre que Béatrice aurait adoré. Une femme âgée attendait dehors, vêtue d'un manteau en laine noire et de perles qui captait la lumière des lampadaires. Elle se déplaçait avec précaution mais délibérément, comme quelqu'un qui n'avait jamais rien pressé car le monde l'attendait. Elle est montée sur la banquette arrière avec une grâce surprenante pour son âge. J'ai donné mon salut standard, confirmant que sa destination était la gare de Fairfield. Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a étudié mon visage dans le rétroviseur avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. « Chauffeur », dit-elle enfin, sa voix portant un accent que je ne pouvais pas identifier. Peut-être mid-Atlantique, le genre que les riches cultivaient autrefois. « Quel est votre nom ?»« Denny », dis-je, ne voulant pas donner mon nom complet, une habitude que j'avais développée pour éviter d'être reconnu. « Denny comment ?» J'ai hésité. « Juste Denny. » Elle se pencha légèrement en avant. «
Denny Radford. Vous êtes Denny Radford, n'est-ce pas? Vous êtes le fils de Margaret Pauline Radford. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Personne n'avait prononcé le nom complet de ma mère depuis des décennies. Mon père l'avait toujours appelée Margaret. Son deuxième prénom, Pauline, était à peine mentionné. Comment cette étrangère le connaissait-il? Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, dis-je prudemment, mes mains se resserrant sur le volant. La femme a ri, mais ce n'était pas un rire cruel. C'était un rire entendu, presque triste. Oh, Denny, votre mère est bien vivante, et je vous cherche depuis 3 ans. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai dû m'arrêter sur le parking le plus proche, un Walgreen fermé avec un seul lampadaire clignotant. La femme sur ma banquette arrière est restée calme, sortant de son sac à main de créateur un dossier en cuir. Je m'appelle Constance Drummond, dit-elle en me tendant une carte de visite aux lettres dorées en relief. J'étais l'associée et la meilleure amie de votre mère pendant 42 ans. Denny, tout ce que vous avez cru sur votre vie est un mensonge. Ma mère est morte d'un cancer en 1979. Mon père m'a dit qu'elle avait été malade pendant des mois. Il m'a montré l'acte de décès. Votre père vous a montré un faux. Regardez ça. Elle m'a tendu une photographie et mon monde a basculé. C'était ma mère, sans aucun doute. Les mêmes yeux que sur la photo dans mon portefeuille, mais plus âgée, debout devant un immense bâtiment en verre. Le panneau derrière elle indiquait « Drinks Pharmaceuticals ». Elle portait un tailleur de PDG, ses cheveux argentés, son sourire confiant. La date sur la photo indiquait 2018. C'est impossible. Cette femme lui ressemble juste. Ma mère était femme au foyer. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Constance a sorti d'autres photos. Ma mère à travers les années, vieillissant naturellement, dirigeant une entreprise, serrant la main de sénateur, sonnant la cloche à la bourse de New York. Sur une photo de 2015, elle se tenait à ce qui était clairement une conférence médicale. La bannière derrière elle disait « Drinks Pharmaceuticals annonce une percée dans la gestion du cholestérol ». Votre mère n'a jamais été femme au foyer, Denny. Elle était biochimiste avec un doctorat du MIT. Elle et moi avons lancé Drinks Pharmaceuticals en 1978 avec un prêt de 10 000 € et 3 brevets qu'elle avait développés. En 1979, nous avions notre premier contrat d'1 million. C'est là que votre père a craqué. Ma gorge était comme du papier de verre. De quoi parlez-vous? Harold était un homme bon, Denny, mais c'était aussi un homme de son temps. Il ne supportait pas que sa femme gagne 10 fois son salaire. Il ne supportait pas qu'elle voyage pour des conférences, qu'elle gère des employés masculins, qu'on écrive sur elle dans le Time Magazine comme l'une des femmes qui révolutionnait la médecine. Alors, une nuit de mars 1979, pendant que Margaret était à une conférence à Chicago, Harold a fait vos bagages et a disparu. Elle a sorti une coupure de journal du Boston Globe datée d'avril 1979. Le titre disait « Le fils d'une dirigeante pharmaceutique enlevé par son père dans un conflit de garde. Il vous a pris et s'est enfui. Il a changé votre nom de famille de Paulson à Radford, le nom de jeune fille de sa mère. Il a déménagé de Boston à Hartford. Il a dit à tout le monde que sa femme était morte. Il vous a dit qu'elle était morte. Et Harold a été malin. Il a déménagé juste assez loin pour éviter d'être facilement repéré, mais pas au point de susciter des soupçons. Il a pris des emplois d'usine payés en espèces. Il vous a gardé hors de l'école pendant 1 an, puis vous a inscrit avec votre nouveau nom et des documents falsifiés. J'ai regardé la coupure, le visage désespéré de ma mère sur la photo, la citation où elle suppliait pour le retour de son fils. Elle m'a cherché? Elle n'a jamais cessé de chercher. Enquêteur privé, contact au FBI, tout. Mais c'était avant Internet, avant les dossiers numériques. Harold savait comment rester caché. Il était prudent, paranoïaque même. Il n'a jamais utilisé de carte de crédit, n'a jamais pris d'emploi nécessitant des vérifications d'antécédents approfondis, a déménagé tous les quelques années. Constance a sorti un autre document. Ceci vient de l'enquêteur privé qu'elle a engagé en 2005. Il vous a finalement retrouvé grâce à votre annonce de remise de diplôme de médecine. Elle prévoyait de vous contacter, mais elle a alors appris votre mariage avec Béatrice Blackwood. Elle était au courant pour Béatrice? Elle savait tout. Elle avait des gens qui vous surveillaient de loin depuis des années. Elle connaissait votre cabinet, votre succès, votre mariage.
Elle savait aussi exactement qui était le juge Cornelius Blackwood. C'est pourquoi elle a commencé à acheter des parts de son entreprise par le biais de sociétés écrans. 15% en 20 ans, petit à petit, jamais assez à la fois pour déclencher les notifications de la SEC. Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement appelé, écrit, pourquoi n'est-elle pas venue à ma porte? L'expression de Constance s'est adoucie. Parce qu'elle a vu que vous aviez construit une vie. Vous aviez du succès, vous étiez marié, respecté. Comment aborder quelqu'un et détruire tout ce qu'il croit sur son enfance? Elle a continué d'attendre le bon moment. Puis votre divorce a commencé. Elle a sorti un document juridique. Ceci est daté d'une semaine avant sa mort. Elle avait compilé des preuves de la corruption du juge Blackwood remontant à 20 ans. Pot de vin, évasion fiscale, affaires truquées, tout. Elle allait l'exposer, le détruire, puis se révéler à vous. Mais l'AVC l'a emportée avant. Quand est-elle morte? Il y a 3 ans, le 15 mars. La même semaine où vos papiers de divorce ont été déposés. Le stress de voir ce que Blackwood vous faisait, de savoir qu'elle avait tout ce pouvoir pour l'arrêter, mais de vouloir bien faire les choses, c'était trop. Elle est morte en tenant la photo de votre remise de diplôme de médecine. Des larmes que je ne savais plus pouvoir pleurer me brûlaient les yeux. Elle était en vie toutes ces années. Elle était juste là, à Boston, à 2 heures de route. Elle vous a tout laissé, Denny. 45 millions d'euros. Tout son patrimoine. Mais plus important encore, elle vous a laissé l'arme pour détruire l'homme qui vous a détruit. Ces 15% de Blackwood Industries, combinés à 3 autres actionnaires avec qui elle s'était secrètement alignée. Vous contrôlez maintenant 41% de son entreprise. Vous avez les voix pour le démettre de son propre conseil d'administration. Elle m'a tendu une autre carte de visite. Whitman & Associates, ses avocats successoraux. Ils vous cherchent depuis 3 ans, mais après que votre nom ait été traîné dans la boue pendant le divorce, vous êtes devenu invisible dans le système. Pas de carte de crédit, pas d'adresse permanente, pas d'empreinte numérique. Tout comme votre père quand il vous a emmené. C'est pour ça que vous me cherchiez? J'ai promis à Margaret que je vous trouverais. Ça a pris 3 ans, mais des enquêteurs privés vous ont finalement localisé grâce à votre enregistrement Uber. Ce soir n'était pas un hasard, Denny. Je demande des courses depuis ce quartier depuis 2 semaines, en espérant vous avoir comme chauffeur. J'ai regardé à nouveau les photos. La vie de ma mère sans moi. Un succès inimaginable, mais seul. S'est-elle remariée? A-t-elle eu d'autres enfants? Jamais. Vous étiez son seul enfant. Elle disait que tout ce qu'elle avait construit n'attendait que vous pour le réclamer. Les entreprises, l'argent, les preuves contre Blackwood, tout était pour le jour où elle pourrait vous le remettre et dire, ceci est ton véritable héritage. Pas seulement la richesse, mais la justice. 6 mois plus tard, je me tenais dans un tribunal fédéral à Hartford, mais cette fois, je n'étais pas l'accusé. Le juge Cornelius Blackwood était assis au banc de la défense, son costume coûteux incapable de cacher le bracelet de surveillance électronique à sa cheville. Le FBI l'avait arrêté à son country club, en plein milieu de sa partie de golf hebdomadaire avec le gouverneur. L'image avait fait la une de tous les journaux du Connecticut. Les preuves que ma mère avait rassemblées étaient dévastatrices et méticuleuses. 23 ans de pots de vin documentés, de classement d'affaires frauduleux, d'évasion fiscale par le biais de sociétés écrans, et de raquettes qui s'étendaient à tous les coins du système judiciaire du Connecticut. Elle avait gardé des enregistrements, des virements bancaires, même des vidéos de Blackwood acceptant des enveloppes d'argent dans son bureau. Le directeur du FBI m'a dit plus tard que c'était l'affaire de corruption la plus complète qu'ils aient jamais poursuivie. L'accusé est condamné à 18 ans de prison fédérale, a annoncé le juge. Les épaules de Blackwood se sont affaissées. Derrière lui, Béatrice sanglotait, mais ce n'étaient pas les larmes calculées de notre divorce. Celle-ci était réelle. Elle avait tout perdu lorsque les actifs avaient été gelés. Le manoir, les voitures, les bijoux, tout avait disparu. Aux dernières nouvelles, elle vivait avec Rodney dans un 2 pièces à Bridgeport, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en voyant Blackwood se faire menotter. Je me sentais vide, comme si j'avais accompli la mission de quelqu'un d'autre. Mais cela a changé quand je suis sorti du tribunal et que j'ai vu ce que ma mère m'avait vraiment laissé. Le docteur Jennifer Walsh était là, avec 14 autres médecins de Hartford Medical. Nous avons tout appris, Denny. Nous voulons que tu reviennes.
Le conseil de l'hôpital a voté à l'unanimité pour te réintégrer avec tous tes privilèges et un arriéré de salaire. J'ai apprécié le geste, mais mes mains n'étaient plus les mêmes après 3 ans à agripper un volant 12 heures par jour. La précision avait disparu, la stabilité qui faisait autrefois de moi un grand chirurgien. À la place, j'ai accepté un poste d'enseignant à la faculté de médecine de Yale. Professeur Denny Radford. Ma mère aurait aimé ça. Avec une partie de l'héritage, j'ai créé la fondation Margaret Pauline Radford. Nous offrons des bourses d'études complètes en médecine aux étudiants issus de familles ouvrières, ceux qui doivent choisir entre les manuels et les repas. L'année dernière, nous avons financé les études de 12 étudiants. Cette année, nous en finançons 20. J'ai aussi retrouvé la tombe de mon père au cimetière Cedar Hill de Hartford. Il était mort seul pendant que je développais mon cabinet, trop fier pour tendre la main après que Béatrice l'ait repoussé. Constance est venue avec moi la première fois que je m'y suis rendu. Il vous aimait, a-t-elle dit, debout à côté de moi devant la simple pierre tombale. Margaret le savait. Même après tout ça, elle n'a jamais détesté Harold. Elle comprenait qu'il était terrifié de vous perdre au profit de son succès. Il avait tort, mais son amour pour vous était réel. Il l'a appelé une fois, a poursuivi Constance. Le jour de votre remise de diplôme de médecine. Margaret avait donné des interviews sur sa recherche, et Harold en a vu une. Il a appelé son bureau et a dit, « Tu devrais voir ce qu'il est devenu, Maggie. Tu devrais voir notre garçon. » Puis il a raccroché avant qu'elle ne puisse tracer l'appel. J'ai trouvé l'enregistrement plus tard dans les papiers de ma mère. 15 secondes de la voix de mon père, fier et brisé à la fois. Je le garde sur mon téléphone. Parfois, je l'écoute en conduisant. Oui, je conduis encore pour Uber une nuit par semaine. Mes comptables pensent que je suis fou, mais ça me garde les pieds sur terre. La semaine dernière, j'ai pris en charge une jeune femme à l'hôpital, encore en blouse, épuisée par un service de 30 heures. Nuit difficile, ai-je demandé. L'internat me tue, a-t-elle dit. Je pense à arrêter. Mon père dit que je gâche ma vie à devenir médecin alors que je pourrais rejoindre son entreprise immobilière. Je peux vous dire quelque chose? Dis-je. J'ai été chirurgien. J'ai été fauché. J'ai été détruit. Et j'ai été reconstruit. La seule chose qui compte, c'est de savoir si vous vivez votre propre vie ou la version de quelqu'un d'autre. On dirait qu'il y a une histoire derrière ça. Il y en a une. Ma mère a passé 40 ans à bâtir un empire dont je ne connaissais pas l'existence. Tout ça parce qu'elle refusait de vivre la vie que les autres attendaient d'elle. Mon père m'a enlevé parce qu'il ne pouvait pas accepter son succès. Mon ex-beau-père m'a détruit parce que je ne suivais pas ses règles. Mais voici ce que j'ai appris, parfois, perdre tout est le seul moyen de découvrir qui vous êtes vraiment. Elle est restée silencieuse un moment. Avez-vous déjà regretté d'être devenu médecin? Jamais. Même quand j'ai perdu ma licence. Même quand je dormais dans un motel qui louait des chambres à l'heure. Être médecin n'était pas seulement mon travail. C'était ce que j'étais censé être. Ma mère le savait, même de loin. Elle m'a vu devenir ce qu'elle rêvait que je puisse être. Même si elle ne pouvait pas me dire qu'elle regardait. Quand nous sommes arrivés à son appartement, elle a fait une pause avant de sortir. Merci. J'avais besoin d'entendre ça. Encore une chose, ai-je appelé après elle. Votre père a tort. Vous ne gâchez pas votre vie. Vous sauvez des vies. Ça vaut plus que tout l'immobilier du Connecticut. Elle a souri et est rentrée. La course était de 12 €. Elle a laissé un pourboire de 50. Le juge Blackwood avait raison sur une chose. Je n'ai plus jamais pratiqué la médecine de la même manière. Maintenant, je la pratique mieux. J'enseigne à des étudiants qui me rappellent moi-même à cet âge, affamés et désespérés de compter. Je leur parle du chirurgien aux mains assurées qui a tout perdu et a découvert que sa mère décédée avait passé 40 ans à planifier sa rédemption. Je leur parle de la justice qui ne vient pas de la colère, mais de la patience, d'une femme qui aimait assez son fils pour acheter des parts dans l'empire de son ennemi. Plus important encore, je leur dis ceci, votre vie peut être bâtie sur des mensonges et menée quand même à la vérité. Votre famille peut vous trahir et vous sauver dans la même histoire. Vous pouvez perdre tout ce qui compte et découvrir que ce n'était pas ce qui comptait du tout. Je m'appelle Denny Radford. Ma mère était Margaret Pauline Radford, qui a bâti un empire en cherchant son fils volé. Mon père était Harold Radford,
qui m'aimait assez pour faire la mauvaise chose pour ce qu'il pensait être les bonnes raisons. J'ai été marié à une femme qui ne m'a jamais aimé, contrôlé par un homme qui a essayé de m'effacer. Mais je suis toujours là, conduisant toujours, enseignant toujours, me souvenant toujours que parfois, la personne la plus importante de votre histoire est celle que vous pensiez disparue à jamais. La famille Blackwood pensait que le pouvoir signifiait contrôler les autres. Ma mère savait mieux. Le vrai pouvoir, c'est de jouer sur le long terme, même d'outre-tombe. Notre vrai pouvoir est d'aimer quelqu'un assez pour le laisser vivre son mensonge jusqu'à ce que la vérité puisse le sauver. Le vrai pouvoir, c'est de savoir que la justice ne vient pas toujours des tribunaux. Parfois, elle vient de la banquette arrière d'un Uber, livrée par une femme de 82 ans avec des perles et un timing parfait, portant des cartes de visite et des photographies qui réécrivent tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Merci d'avoir écouté cette histoire de perte, de trahison et de la découverte ultime que parfois, notre plus grand héritage n'est pas l'argent, mais la vérité. Si cette histoire vous a ému, a touché votre cœur ou vous a rappelé que la rédemption peut venir des endroits les plus inattendus, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Votre soutien aide ces histoires à atteindre d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de les entendre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que toucher le fond n'est pas la fin, mais parfois la fondation de quelque chose de plus grand. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées ou vos propres expériences de découverte de secrets de famille ou de dépassement de la trahison. Je lis chaque commentaire et vos histoires inspirent celles que je raconte. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres histoires puissantes et émouvantes qui nous rappellent à tous que les plus grands rebondissements de la vie surviennent souvent lorsque nous pensons que l'histoire est terminée. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire de résilience humaine, de justice inattendue et de la vérité qui attend patiemment son moment pour tout changer. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que parfois, la personne qui essaie de vous détruire ne fait qu'ouvrir la voie pour que vous découvriez qui vous êtes vraiment.